Bonsoir à tous. Éric Zemmour a été condamné aujourd'hui à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale par le tribunal correctionnel de Paris. Nous allons en parler dans quelques secondes avec Sophie Obadia qui nous donnera son éclairage juridique, avec Yvan Rioufol, et on aura une page Covid qui va vous faire sans doute plaisir tout à l'heure parce que ça diminue, j'allais dire à vue d'œil, ce qui se passe, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé le 20 décembre. Oui, très bien. Éric Revel est là et on salue notre ami Jérôme Béglé qui n'est pas là exceptionnellement ce soir et à qui on souhaite le meilleur pour les jours prochains. Mais il a pris quelques jours de réflexion, si j'ose dire, avant ses nouvelles fonctions. Et avant l'action. Avant l'action. Et Jean-Claude Dacier imperturbable. Vous avez passé un bon week-end, Jean-Claude ? Convenable, oui, il faisait frais, mais bon, je me suis occupé de mes animaux. J'ai une vie simple à la campagne. Et que j'aime beaucoup. Quel animaux vous avez ? Des moutons. Vous avez des moutons. Et quand vous dites vous en occuper, ça veut concrètement il faut ça veut les dire... nourrir, il faut s'occuper, de voir s'ils ne sont pas en bonne santé, etc. Tout ça est assez léger quand même. Oui, ça ne me prend pas tout mon temps. Il faut les tondre aussi. J'ai des poules aussi. Éric Zemmour, et redevenons sérieux, nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d'expression, a-t-il tweeté le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d'opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l'idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la justice. Il est condamné parce qu'il avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, d'assassins et de violeurs en septembre 2020, a dit en tout cas la justice. Tweet également de Guillaume Pelletier: quand la justice devient idéologique, elle ne juge plus dans l'équité. Militante, elle vise alors à museler le peuple, à intimider les lanceurs d'alerte, à imposer le politiquement correct. Soutien à Éric Zemmour. Oui, il existe hélas un lien entre l'immigration et l'insécurité. Je vous propose d'écouter la première réaction d'Éric Zemmour. Vous avez raison, j'ai un agenda judiciaire chargé, car on veut me diaboliser, on veut, par la justice, me faire taire, parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Les Français savent ce qu'ils vivent, ils savent ce qu'ils subissent. Et je dirais, non seulement ainsi je protège mon peuple, le peuple français, mais en l'occurrence, je vous le répète, c'est moi le plus humaniste. Car je le répète encore une fois, pour ces enfants, pour ces jeunes, la solution la plus humaine est de les rendre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire ici. Moi je suis cohérent, vous savez, je ne change pas selon les interventions des uns et des autres ou même les condamnations en justice qui sont une justice politique. Je tiens à le redire, c'est une justice politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que va dire son avocat, puisque effectivement, il est condamné pour haine Incitation à la haine. Incitation à la haine raciale. Complicité d'incitation. Voilà. Et il conteste cela, et l'avis de l'avocate que vous êtes, évidemment, va nous intéresser. Écoutez son avocat, M. Pardo. Nous étions poursuivis pour les migrants isolés, et voilà que nous sommes condamnés sur les immigrés. Il s'agit d'un dévoiement. Je rappelle que les migrants ne sont ni une race ni une ethnie et que donc nous poursuivre pour provocation à la haine raciale n'avait pas de sens. Dès lors, cette transformation m'amène à recommander à mon client de faire appel. Pour moi, ce n'est pas une condamnation solidement argumentée juridiquement. Il est condamné à 10 000 € d'amende. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai le jugement, si j'ose dire, entre les mains. Et c'est intéressant, effectivement, ce glissement entre mineurs isolés. Mineurs isolés, a priori, ce n'est pas un groupe ethnique. Et voilà ce que dit le jugement. Sous couvert de désigner les mineurs isolés, Éric Zemmour, qui disqualifie ces termes immédiatement après les avoir prononcés, ils ne sont ni mineurs ni isolés, deux mots de mensonge, je ferme la parenthèse, opère un glissement vers les personnes qui revendiquent le statut de mineur non accompagné sans pouvoir y prétendre et qui finalement ont en commun le seul fait de ne pas appartenir à la nation française, d'être immigrés. Voilà les mots du jugement. C'est toujours difficile pour nous d'interpréter un jugement. D'ailleurs, on ne commande pas une décision de justice. Je vous livre des faits. Ça fait longtemps qu'on commande les décisions de justice, parce que c'est un débat, ça participe du débat démocratique. C'est comme le secret de l'instruction, il y a belle lurette que ça n'existe pas. Oh mais là, il n'y en avait pas, puisque c'est directement une citation par le procureur devant le tribunal. Sûr. Donc, effectivement, ce que le tribunal a observé, c'est que Éric Zemmour n'a pas dit les mineurs immigrés, les mineurs isolés, pardon, foncés. Il dit ils ne sont ni mineurs ni isolés.
pour la plupart, quasiment pour tous. Et d'ailleurs, c'est cette généralisation qui lui est reprochée. Et vous souvenez-vous, il avait même renchéri en disant tous violeurs, tous. Sauf que dans la seconde, sous l'impulsion de Christine Kelly, qui avait été remarquable d'ailleurs dans l'entretien. Véronique a dit 15, ce serait déjà trop. Et il faut voilà, et sous l'impulsion de Christine Kelly, qui lui dit mais ne généralisez pas, il avait dit vous avez raison, et dans la seconde suivante, il était revenu sur ses paroles. Évidemment, mais c'est d'ailleurs le rôle du modérateur que d'essayer de ne pas avoir de propos diffamatoires à l'antenne, c'est mieux. Mais comme dans le même temps, il avait dit qu'il n'était ni mineur ni isolé et que en fait c'était un groupe général, c'est dans cette voie-là que le tribunal a considéré qu'il désignait à la vindicte populaire avec des termes haineux, avec des termes vraiment appelant à les considérer comme non mineurs, non isolés, donc menteurs par ailleurs, et envahisseurs. Mais ce sera discuté à nouveau devant la Cour d'appel. Alors, est-il exact que le premier niveau de juridiction, ce sont des gens qui ne sont pas aussi qualifiés que la Cour d'appel et que les gens de la Cour d'appel font, paraît-il, du droit, alors que parfois, à ce premier niveau de juridiction, disons que c'est pour de la politique. Est-ce que c'est une réalité ou pas? J'entends cela des avocats parfois. Vraiment, je vais vous dire, Pascal Praud, parce que j'y vais souvent devant la 17e. D'abord, elle n'est plus ce qu'elle était dans le sens où il n'y a pas de pérennité des magistrats. Ça change beaucoup en ce moment. On y place beaucoup de magistrats. Donc on peut difficilement dire à l'avance, voilà comment ça va se passer. Premier point. Deuxième point, c'est quand même une juridiction de luxe qui décortique, etc., et qui fait référence à la Cour d'appel et surtout à la Cour de cassation. Mais c'est vrai que lorsqu'ils jugent, ils se disent toujours, s'ils ne sont pas satisfaits, ils iront voir à la Cour d'appel, laquelle est beaucoup plus en phase avec la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle est également en phase avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc tout ça, ça fait un grand débat à venir pour Éric Zemmour. Moi, je trouve qu'on est en terrain familier. On est dans le terrain de la politique, du politiquement correct appliqué à une décision de justice. Parce que voir de la haine raciale dans cette description d'une réalité faite par un journaliste, c'est appliquer ce qu'est l'idéologie antiraciste qui voit un haineux et un raciste chez quiconque commence à aborder le problème de l'immigration. Donc c'est un problème que l'on connaît tous ici, surtout quand on est journaliste, de se faire suspecter de tous les maux de la terre dès que l'on aborde une réalité qui est une réalité dérangeante pour certains. Et moi, je ne vois pas où est le... Et d'abord, je pense qu'en droit, cette qualification de haine raciale ne tient pas, en effet, parce qu'il n'y a pas de race là-dedans. Il y a simplement des délinquants qui sont des délinquants étrangers, en effet. Mais bon, parce qu'ils seraient étrangers, on n'aurait pas le droit, sans doute, de les dénoncer. C'est tout un problème. Et donc, cela pose plus généralement le problème de la liberté d'expression, naturellement. Et cette liberté d'expression est très mal partie si l'on voit ces juges qui sont des juges militants. Quelques éléments du jugement. La généralisation de son propos à toute personne immigrée est évidente et répétée, malgré les tentatives de la présentatrice de l'émission d'amener le chroniqueur Éric Zemmour à restreindre le champ de ses accusations. Et il est dit plus tard, des propos incriminés, il ressort ainsi sans ambiguïté que le groupe visé, celui constitué par des personnes immigrées présentes sur le sol français. C'est le jugement que je vous lis là. Je vous donne rapporte des informations pour reprendre ce que disait judiciaires. Yvan Rioufol, la question quand même, c'est qu'Éric Zemmour n'est plus un journaliste, mon cher Yvan. Il est candidat à l'élection présidentielle. Là, il était journaliste. Oui, certes. Il était journaliste. Certes, il était journaliste. Mais aujourd'hui, il a pris, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il a pris un virage politique qu'il assume et qu'il a le droit d'assumer. Aujourd'hui, je pense que cette décision de justice catalogue également le virage politique qu'il a pris. Oui. Maintenant, où je suis extrêmement surpris quand même, c'est ce que rappelait Pascal Praud, c'est que dans l'attendu de la décision de justice, il y a marqué « à raison de la non-appartenance à la nation française ». Mais que je sache, pardon, alors moi je ne suis pas du tout juriste, mais je lis la phrase et j'essaie de la comprendre et de l'interpréter, que je sache, la non-appartenance à la nation française, ce n'est pas un qualificatif ethnique, ni racial, ni religieux. Non, à mon avis, pas sur cette phrase-là que le droit est affirmé. C'est parce que dans sa défense, Éric Zemmour dit qu'il est le candidat de la France et de la nation française. C'est pour ça qu'il fait un distinguo avec les immigrés. Mais c'est toute la décision qu'il faut lire pour voir comment est qualifiée l'incitation à la haine d'un groupe. Il a fait appel, je le précise bien évidemment, mais c'est vrai que bon. Mais ce qui est agaçant, moi je suis toujours troublé lorsque un jugement se produit pendant une campagne électorale. Depuis l'affaire Fillon, j'ai une réaction qui n'est pas toujours très bonne.
Là, l'appel, certes, il a fait appel, mais ça sera après la fin de la campagne électorale. On aurait élu le nouveau président, on est bien d'accord. Oui. Très probablement. Oui. Ouais, Mais je probablement. rappelle, Jean-Claude, que le nombre de fois où il a été attrait en justice, il a davantage bénéficié de relax que de condamnation. Hein. Bien sûr. Non, mais je le dis Oui, parce c'est pour ça que je dis il que considère que la loi est, comment dire, est criminelle et qu'elle porte en elle une atteinte à la liberté d'expression. Je dis simplement qu'il en a plus bénéficié que pâti. Oui, mais moi, je maintiens mon agacement de voir une décision qui est ce qu'elle est, en pleine campagne présidentielle, et un appel qui est repoussé et qui aura lieu après. Oui, Le résultat de l'élection, ça m'agace un peu. Ce que je constate, ou ce que je crois constater, c'est que ce que dit Zemmour sur cette bande de jeunes, ce groupe de mineurs, soi-disant, parce que beaucoup en réalité sont de faux mineurs, au service d'intérêts mafieux, pris en main complètement, et qui refusent l'aide de l'État français, la plupart des Français, une majorité de Français, pensent ce qu'a dit Éric Zemmour. Peut-être avec un ou deux mots forcés, mais néanmoins, c'est ce que pense la majorité des Français qui constatent dans leur quotidien ce qui peut se passer avec ces mineurs qui, en fait, n'ont de mineurs que le nom. Donc, au total... on ne connaît pas le chiffre. Honnêtement, on ne connaît pas le chiffre. Non, on ne le connaît pas, mais on connaît rien, sauf mais on ne qu'ils le sont connaît là pas. quand même. Non, Ils attaquaient les autocars ou les voitures particulières entre Roissy et Paris, etc. Alors, faisons attention, Jean-Claude. Oui, faisons attention. On ne le sait pas. Faites attention à toute généralisation. Je veux dire, parce que si c'est possible. J'allais justement terminer par ce qu'on peut reprocher à Éric Zemmour, c'était emparer les magistrats et le tribunal, c'est la généralisation. Il généralise trop souvent d'ailleurs. Et là, il donne le sentiment, il donne le flanc à l'attaque à la réflexion que peuvent avoir les magistrats sur un discours qu'ils considèrent comme appel à la haine, ou tout ce que l'on voudra. Il généralise. S'il avait dit, il y a dans ces groupes qui sont scandaleux, etc., qu'on ne sait pas d'où ils viennent, s'il y en a qui se comportent... Alors, il l'a dit quelques secondes plus tard. L'incitation à la haine, répondre il y a du ton. Et ça sera le dernier mot sur ce sujet. Je voudrais répondre à Sophie. En effet, Zemmour est souvent relaxé ou en tout cas blanchi des accusations qui sont portées contre lui. Mais ce qu'il faut s'interroger, c'est sur ce phénomène d'intimidation qui est porté aujourd'hui par un certain nombre d'associations qui précisément, au prétexte de vouloir le faire taire, le force malgré tout. C'est la loi, Yvan. C'est la loi depuis 1972. Qui malgré tout, il y a des procédures d'intimidation qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre d'observateurs peuvent reculer devant la considérable difficulté qu'il y a aujourd'hui à porter un jugement réel, un jugement objectif sur notamment ces mineurs isolés. Si je peux me permettre, c'est au cœur de ces mineurs isolés qu'une grande partie de la délinquance se forme. On peut en parler sans dire on peut en parler, on ne peut pas rien. Mais bien sûr que si. Ne pas généraliser. On le fait tous les jours et on ne désigne pas à la vindicte. On est d'accord. Non, mais attendez, soyons pas naïfs. Non, mais je retire le mot que vous avez dit. Il ne désigne pas la vindicte populaire. Il ne faut pas inverser les rôles. Je veux dire, souvenez-vous, quand elle le reprend, il dit tous. Donc, effectivement, et c'est comme ça que la loi prévoit. Attendez, Pascal, c'est très difficile ce qui se passe sur le terrain. On parle de villes comme Nantes, on parle de villes comme Rennes. On parle aujourd'hui de la violence. Je ne minimise pas du tout. Voilà, je dis simplement que si vous généralisez, que vous le faites sur un ton qui ne souffre aucune exception, qu'il n'y a aucune nuance, évidemment que la loi va vous dire... Non, parce que les gens ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, ils voient bien qu'on essaye de faire taire Zemmour, et ils voient bien que cette même justice qui est très sévère avec celui qui décrit les faits, il est très laxiste avec ceux qui créent les délinquances. Dernier mot, j'avais dit dernier mot là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on... Il y a un deux poids, deux mesures au cœur de la justice qui me fait dire que c'est une justice militante. Effectivement, on ne connaît pas le nombre, par exemple, de mineurs isolés qui se trouvent en France. Comme on ne connaît pas, par définition, c'est l'urgence nombre... du parquet de Paris. Absolument. Mais ça devrait... On ne connaît pas, dites-vous, le nombre de mineurs isolés. C'est un des problèmes. Oui. Et on ne connaît pas non plus le profil des juges. Et moi, ça m'intéresserait parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas naïf, je suis un peu comme Jean-Claude. Là-dessus, je ne suis pas dupe. Je suis, le syndicat de la magistrature et le mur des cons est passé par là. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on nous raconte de salade. Donc, les juges, ce sont des hommes.
ce sont des hommes, et Femmes, les gens, majoritairement des femmes, là, on a le vous avez chiffre. parfaitement raison, des hommes, des femmes, et ceux qui jugent Éric Zemmour, Ce pays est Éric Zemmour. parfois, ils... Alors qu'est-ce que vous dites quand il est relaxé? Il est majoritairement relaxé. Il arrive J'ai envie de vous dire débat se fait en j'ai envie de vous dire que les fois où il est relaxé, Non, mais parce En que première je vous dis, instance, il l'a été je vous aussi. dis, souvent on appelle. Moi, je veux bien qu'il soit souvent on condamné, appelle. etc. Bon, je ne suis pas un grand juriste, mais effectivement, il n'avait pas parlé d'ethnie. Il a parlé de mineurs. Donc après, le juge explique que parce qu'il parle des mineurs, on voit que ce sont des immigrés. Bon, Non, Mais c'est parce qu'il y a je ne veux pas commenter Il y ça. a une obsession raciale chez mais les effectivement. antiracistes, hein, c'est tout simplement cela. Et donc, quand le tribunal fait référence à une race, c'est parce qu'il ne voit que des races partout quand il veut faire taire les gens. Là, s'il y a Autre un sujet. certain nombre de magistrats qui sont tentés parfois, influencés par ce qu'ils pensent. plutôt que de dire Autre le droit. sujet. C'est un peu ennuyeux. Ils sont trois, oui. décision. Croyez-moi, Oui. ils discutent. Hein, ça Ouais, se non, fait mais pas sur oui, un... j'espère, oui. Non, non, mais ça se... Ils voilà. discutent, mais Avec Ah, mais il peut y le avoir- c'est un problème Il quand peut y même. avoir... Non, mais bien sûr qu'il il peut y avoir des discute, chère oppositions. Sophie, Oui. mais on a trop d'exemples Ah oui, non. ces dernières années où tu as un premier jugement qui est blanc et le deuxième qui est noir. Ah, ça, c'est tout le problème en c'est France, le même mais pas que dossier. dans cette matière, hein, on C'est est le bien même d'accord. dossier. l'affaire Fillon, C'est il le faut même être dossier. vigilant, quand même. À chaque fois, moi, je suis stupéfait de Vous ça. avez raison, ça C'est s'appelle le même l'insécurité dossier. juridique. Donc, d'un ou côté, judiciaire. on a vu dans l'affaire Tapie relaxer en première instance tous les protagonistes, le même dossier. Mais je suis d'accord avec vous. Vous avez des gens et effectivement, ils sont condamnés. Ça peut être très bon. surprenant. Donc voilà, il y a des Mais choses. c'est pour ça qu'aussi, il y a 2 degrés de juridiction. On y va 2 Oui, fois. je suis d'accord. Voilà. Je Mais- sais bien mais- que c'est pas parfait mais du tout, la c'est- justice. hein. Bon, mais Ça, là, malheureusement. il est condamné, Alors. il est candidat à la présidence, ça aurait été bien que l'appel, quel qu'il soit. Peut-être qu'il l'obtiendra avant, peut-être. S'il intervient Allez savoir. après, mon Dieu. Bon. hein, le Autre mauvais, sujet. mauvais Qui- effet a été produit. En la matière, Autre un délai sujet court, qui concerne Éric Zemmour également, parce qu'il est au centre de toutes les polémiques. Ça a été un week-end. De trop. Bon. Il a estimé que les enfants en situation de handicap devaient sans doute être scolarisés dans des établissements spécialisés et pas forcément avec les autres enfants. Ensuite, il a nuancé évidemment cette phrase. Je vous propose d'abord de voir le sujet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quinson. C'est lors d'une discussion avec des enseignants acquis à sa cause dans le Nord qu'Éric Zemmour dit la phrase de trop et crée la polémique sur les élèves en situation de handicap. Il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans la classe, mais madame connaîtra ça mieux que moi. Éric Zemmour parle d'obsession de l'inclusion qui a provoqué une vague d'indignation immédiate, à commencer par le président de la République. On ne peut pas se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes. Une nation solidaire, humaniste, qui ne divise ni ne stigmatise. Après avoir fustigé une déclaration pitoyable dans un tweet, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée du handicap, a de nouveau réagi. Cette citoyenneté, elle commence tout simplement par être élèves ensemble. Ça, c'est très important. C'est sur lequel nous nous battons. Je pense qu'Éric Zemmour ne connaît absolument pas le sujet. Dans la classe politique, les réactions sont vives également. Comme toujours, dans l'outrance, la violence, l'injure. La polémique de trop parce qu'elle fait mal et elle fait souffrir des gens qui sont déjà confrontés à la souffrance. Ces propos ont été détournés. Face au tollé, Éric Zemmour a tenté de nuancer ses propos dans une vidéo sur YouTube, tout en condamnant l'idéologie égalitariste. Vous voulez écouter Éric Zemmour? Il s'est exprimé plusieurs fois. D'abord sur les enfants. Écoutez ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé des enfants. Mettre des enfants dans des établissements spécialisés parce qu'ils ne peuvent pas suivre et ils souffrent d'être au milieu des enfants d'établissements ordinaires, ce n'est pas les mettre à l'écart, c'est au contraire les aider davantage. Je ne vois pas en quoi c'est les mettre à l'écart. Au contraire, c'est les aider davantage. Alors, ce qui est terrible, c'est que tous les sujets deviennent une sorte d'hystérisation de tous les Dès qu'il sujets. parle maintenant, La vérité que tous les parents connaissent, c'est que l'école accueille mal les enfants qui sont différents. C'est une réalité. C'est une réalité. Et oui, c'est pour ça que je ne J'ai écouté comprends Madame pas Cluzel cette tout à l'heure. polémique. Il y a de gros efforts qui sont faits. Tout n'est pas parfait. Là, je suis hors de la Vous voulez polémique. que je vous Zemmour. donne des exemples? Non, non, mais moi, je peux vous en donner aussi. Par exemple, L'école accueille mal. quand on parlait des enfants dyslexiques qui étaient
délaissés complètement par l'éducation nationale, ça change. Non. Ils ne sont pas lourdement, c'est pas ça ce qu'on appelle des handicapés. Mais Jean-Claude, pardonnez-moi. De quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on? Ce n'est pas de ça. Loin d'être parfait. Ne dites pas ça, Jean-Claude. La volonté, c'est l'inclusion. Mais ne dites pas ça. Moi, je vais vous... Alors, Un enfant dyslexique n'est pas un enfant handicapé. De quoi vous parlez là? Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est plutôt toi qui ne sais pas de quoi tu parles. Pardonnez-moi, avec aujourd'hui, Excusez-moi, mais enfin, quand il est considéré tu sais pas de quoi tu parles. je ne sais pas de quoi je parle. Non, mais un enfant Non, mais c'est important de savoir. qui est dyslexique, dyspraxique, dyscalculique et qui a ce qu'on appelle tous les 10. Bon, il y a ces enfants-là. Donc ces enfants-là, jusqu'au collège, ils ont un AVS ou une AVS. Bon, et il y a des classes Ulysse jusqu'au collège. En lycée, il n'y a plus de classe Ulysse. Donc à la fin de la troisième, ces enfants-là, s'ils veulent faire un bac général, il faut qu'ils quittent l'éducation nationale. Encore des efforts. Et il faut qu'ils aillent dans une école spécialisée. Ça n'est pas Et celui, bon point, et alors. celui qui me dit le contraire, donc ce que dit Madame Cluzel, dont je salue tout le travail, Et avant, les mais écoles ne les recevaient même pas. C'est un progrès. Et ils faisaient leur scolarité chez des orthophonistes. C'était différent. Non, mais je comprends pas cette hystérie maintenant. Dès que Zemmour dit quelque chose de banal, je trouve que c'est tout à fait banal que de dire qu'il faut faire des différences entre les handicaps. Enfin, de quoi parlons-nous? On ne parle pas des handicaps physiques. D'abord, on parle des graves handicaps mentaux. On comprend bien, a priori, avec bon sens, qu'en effet, il peut y avoir une incongruité au nom de l'inclusion et de l'indifférenciation et de l'égalitarisme. Je termine ma phrase. Il faudrait faire en sorte que ces élèves soient considérés comme des élèves comme étant comme les autres. Enfin, il y a quand même une aberration. on va marquer une page, on va marquer une pause. Mais là où effectivement tout débat en France devient impossible, ce midi j'ai animé une émission sur RTL avec les auditeurs ont la parole. J'ai eu beaucoup de parents qui m'ont appelé, des parents qui sont parents d'autistes par exemple atypiques. Oui. Un autiste atypique, il ne peut pas être avec les autres élèves. C'est les parents qui le disaient. C'est pour ça que c'est un dossier. C'est les parents qui le disaient. Mais Zemmour a eu un tort, c'est de le simplifier, c'est tout. Voilà. Entre la polémique précédente et celle-là, c'est que Éric Zemmour généralise. Il a simplifié. En fait, il généralise, il simplifie et il se prend les pieds dans le tapis parce qu'en réalité, il y a plein de formes de handicap différentes et c'est pas une bêtise de dire que sur des handicaps très lourd, l'école de la République ne peut pas s'occuper de ses enfants. Mais en généralisant, il prête, pour reprendre l'expression de Éric Revel, il prête le flanc à la critique. Parce que chaque enfant handicapé est une souffrance pour la famille dans laquelle il vit. Éric Revel que depuis la loi de 2005, tous les enfants de la République doivent suivre une scolarité ordinaire. Je suis désolé de vous le dire. Ils doivent tous être inclus dans l'école. Au nom de l'égalitarisme, oui, bien entendu. Mais deux parents disent c'est compliqué. Mais on marque une pause. Parce qu'il y a de l'idéologie là-desssus aussi. On marque une pause à tout de suite. Une mauvaise idéologie non plus. Les résultats ça sont peut être pas à une la mauvaise hauteur. idéologie. Quand c'est une idéologie, ça peut être une mauvaise idéologie. Ça concerne la discussion en France devient difficile sur certains sujets. Je rappelle que depuis 2005 et la loi du 11 février consacrant le droit de tout élève handicapé d'être scolarisé en milieu ordinaire. C'est vraiment très très important. Depuis lors, officiellement, c'est à l'école de s'adapter au handicap et non l'inverse. Mais l'école, je le maintiens, elle ne le fait pas, ou pas toujours, ou pas bien. Pas suffisamment. Alors, le nombre d'élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire n'a cessé d'augmenter depuis 15 ans. Il y avait 118 000 personnes il y a 15 ans. Il y a aujourd'hui 384 000 en 2021 d'élèves. Donc, effectivement, ils sont, comment dire, avec les autres. Mélangés, ou parlons de mélange. Mais, en fait, c'est là que... soit tu dis, même dans l'éducation nationale, les élèves qui sont en difficulté, je les mets ensemble dans une classe à part parce que je pense que c'est mieux pour eux. C'est pas l'objet. Soit tu dis, ces élèves qui sont en difficulté, je les mets avec les autres. C'est la politique. Et ça, il y a une forme d'idéologie. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel de ça. L'idéologie, c'est un projet éducatif. Il est reconnu positif pour ses enfants de se frotter un peu aux autres. C'est de l'idéologie. Jean-Claude, hélas. Pas d'idéologie partout. Évidemment, c'est de l'idéologie. Pardonnez-moi, ces enfants, pardonnez-moi. Bien souvent, ces enfants qui ne suivent pas, ils sont plus en difficulté avec les autres que si tu les mets avec un professeur. Ils ralentissent les autres. Non, mais ça, c'est encore un autre problème. Parce que ça, bon. Mais si tu les mets avec un professeur qui est formé, si tu les mets avec des élèves qui sont à leur niveau, c'est ce qui se passait dans le temps, on appelait ça les classes de transition. Transition. Bon. Alors, écoutez ce qu'a dit Éric Zemmour sur l'idéologie qui domine. Mais je pense que c'est une position idéologique.
comme toujours, on a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Eh ben, moi, je pense que non. C'est exactement la discussion, c'est la discussion d'hier sur le collège unique et les classes de niveau. On estime depuis 40 ans que c'est mieux de faire le collège unique et de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau scolaire, dans les mêmes classes. Moi, je considère que c'est faux. Et que c'est mieux, au contraire, de les mettre dans des classes différentes pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. C'était la même logique. Évidemment, il y a une souffrance différente. Évidemment, je comprends bien. Je comprends bien que ces enfants handicapés souffrent terriblement et que leurs parents souffrent aussi. Mais c'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, ces enfants, quand ils peuvent être dans une classe ordinaire, eh bien évidemment, ils viennent dans des classes ordinaires. Et quand c'est vraiment une souffrance pour eux, eh ben on les met dans des établissements spécialisés pour c'est pas les mettre à l'écart, c'est au contraire s'en occuper mieux que dans le cadre d'un établissement ordinaire. Ça ne devrait pas être dans un établissement spécialisé, ça devrait être à l'intérieur de l'éducation nationale, dans des classes. Et ça se fait, il y en a 3 en France. C'est-à-dire qu'il y a une classe en Normandie de 12 élèves simplement, polyhandicapés, avec un professeur, ça c'est sous l'égide de l'éducation nationale, c'est des enfants qui sont en très grande difficulté mentale, et effectivement, vous avez un professeur formé et qui, avec ces élèves-là, donne un savoir différent. Parce que, et moi là encore, j'ai échangé à l'heure du déjeuner avec lui, il dit autrement, ces élèves, ils ne pourraient pas suivre à côté. Voilà, mais donc, c'est en fait du cas par cas. C'est très compliqué. C'est du cas par cas. C'est du sur-mesure. C'est du compliqué, il faut y aller doucement. On sait que les établissements... Il y a certains élèves pour lesquels être dans le service public, c'est un enrichissement, et pour d'autres, c'est pas le cas. Voilà. Mais en généralisant, en essentialisant finalement ce thème, il se prend les pieds dans le tapis. Et par ailleurs, je suis désolé. les établissements spécialisés... Dernier mot sur ce sujet. Les établissements spécialisés, il y en a assez peu, puisque moi j'ai pas mal d'exemples de gens qui vont en Belgique, parce qu'en France, il n'y en a pas assez. Mais je reviens quand même à ce qu'il dit. D'une certaine manière, il dit que ça handicape les autres, que ça les ralentit. Il le dit dans son propos. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que ça les ralentit ou pas? Est-ce que l'échec du collège unique, c'est parce qu'il y a des mauvais élèves? Et après, on change de sujet. Dernier mot de Yvan. Je pense qu'on se laisse bercer par un mot anodin qui est celui de l'inclusion, qui est en fait un instrument de l'idéologie. Une idéologie, naturellement, de l'égalitarisme, mais une idéologie de l'indifférenciation. Et autour de cette inclusion, tout un système de société s'est construit, singulièrement qui fait renoncer à l'intégration au profit de cette inclusion-là, et qui peut aller beaucoup plus loin. Vous le déclinez sur le collège unique, vous le déclinez sur l'indifférenciation entre les élèves qui sont handicapés ou qui ne sont pas handicapés, etc. Et ça vous donne une société liquide et liquide et plate. On en reparlera. En tout cas, ce qui est sûr, et on peut tous être d'accord là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour l'éducation nationale pour accueillir les enfants qui sont différents. Et ça révèle les enfants différents, ce qui est une société et le regard qu'on porte sur eux. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Des progrès incontestables ont été faits. Il faut continuer, c'est loin d'être fini. On partait loin. Le masque à Paris, ça va vous faire plaisir. Parce que ça devient risible. Je ne le porte plus, en tout cas. Vous le portez plus, vous allez prendre 135 €, ça vous apprendra. Bon, non, je refuse de le porter. Bon, vous êtes au courant que le masque à Paris, dans les dehors, a été retoqué. Oui. Bon, oui, j'avais appris ça, mais donc ils ont fait un nouveau document. Mais alors là, je veux dire, tu te pinces ces gens. Ah bon, alors, ces gens sont bons. Alors, le port du masque à Paris pour les marchés, les brocantes, les vides-greniers. Rassemblement ou réunion de plus de 10 personnes sur la voie publique. Oui. Masque. Arrêt de bus, de tramway, à bord des gares et centres commerciaux. Entrée et sortie d'établissements scolaires, lieux de culte. Le nouvel arrêté énumère ainsi une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de population ne garantit pas, sans port du masque, le bon respect des gestes barrières, explique la préfecture dans un communiqué. Mais quand est-ce que ces gens-là vont arrêter? Qui sort ça? Mais c'est l'administration, les petits hommes gris, les petits hommes gris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut porter le masque là où il y a du monde. Ça commence à partir de combien le monde? Non, mais on le voit bien, la densité, c'est physique, vous le voyez tout de suite. Une gare, c'est dense. Si je peux me permettre, je vais vous raconter une anecdote sur les petits hommes gris de l'administration française qui m'a beaucoup fait rire. Je ne vais pas trahir un secret. Quand Christine Lagarde était ministre des Finances, elle avait un très joli bureau, et un jour, je vais dans son bureau, et je regarde la moquette, et il y avait des zébrures par terre. Et c'est pratiquement impossible à regarder longtemps.
Et je dis, mais Christine, il faut changer cette moquette, pardonnez-moi, mais elle me dit non, j'ai fait exprès, c'est pour que les hauts fonctionnaires, les petits hommes gris, vous vous appelez, me regardent dans les yeux. Me regardent dans les yeux. C'est pour ça que je les oblige. C'est subtil. Mais cette administration. On en crève. Mais attendez, mais non seulement on en crève, mais moi je voudrais voir qui va me verbaliser si je ne mets pas mon masque. Vous aussi, non, mais j'attends, Jean-Claude, j'attends le moment où ça va se produire. Parce que qui est au courant de ce que vous venez de dire, Pascal Praud? Personne. Mais personne. Oh, les gens portent le masque dans Paris aujourd'hui. Ils doivent le ils savoir. portent le masque, mais ils savent même pas qu'on a le droit de ne plus le porter. Qu'on n'a plus. Ça dépend où. Donc, si vous voulez, Bon, bref. on ne comprend plus. Il y a longtemps. Bon, la Oui, densité. alors une usine à gaz qui produit. Non, mais la densité dans un métro, oui, dans un supermarché, oui, là où il y a beaucoup de monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, Omicron. simple, hein. Parce que là, il y a un moment quand même, il y a des gens, j'espère qu'on va plus les entendre. Bon, d'abord, on va écouter ce qu'a dit Arnaud Fontanet ce matin. Lui, on a le droit de l'écouter. Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections en tout cas a été passé ces jours-ci. On est vraiment peut-être la semaine dernière dans la région Île-de-France, ce sera un petit peu plus tard pour les autres régions françaises. Les admissions à l'hôpital pourraient encore continuer d'augmenter pendant quelques jours. Il y a toujours un décalage entre les infections et les admissions à l'hôpital, mais là aussi on devrait atteindre le pic, disons, dans la semaine qui vient. En revanche, les patients vont rester à l'hôpital. On peut s'attendre à ce que les hôpitaux restent encore très sollicités tout le courant du mois de février. Mais pour l'instant, on a le sentiment effectivement que le pic est en train de passer devant nos yeux. Bon, on veut bien l'écouter, même s'il disait un peu le contraire il y a quelques jours. Mais Martin Blachier, qui aura été vraiment excellent, permettez-moi de le dire. 15 jours qu'il dit ça au moins. Il dit ça depuis le 1er décembre. Non, mais la baisse, avec la certitude des courbes, ça fait une premier de jours, il est même culotté, parce qu'on ne sait pas ce que disaient Pialou, Fontanet et quelques autres. Mais depuis le 1er décembre. Non, mais moi, extraordinaire, c'est qu'on écoutez-le. va mettre en place Oui, c'est surtout ça. C'est ce que je m'apprêtais à Pourquoi est-ce dire. qu'on n'a pas tiré les enseignements de ce qui se passait dans d'autres pays qui avaient été touchés avant nous par Parce que le les Omicron? petits C'est hommes monté très gris vite et c'est redescendu très vite. Non, mais vous vous rendez compte de l'absurdité. Il y a eu le président de la République qui a fait un tweet hier en disant vacciner, 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 il faut vacciner le monde entier. Ça y est, maintenant c'est le monde entier. Ah oui. Et au même moment, vous avez cette épidémie qui s'éteint. Et naturellement, et l'Assemblée qui vote un pass vaccinal qui est une impasse vaccinale. Et donc, on est vraiment dans l'absurdie. Écoutez Martin Blachier parce qu'il rejoint votre position sur le pass vaccinal notamment. Écoutez-le. Ce qui est intéressant sur le nombre de patients qui sont en réanimation, on dit 3800. Ça veut dire que la vague Omicron, quand elle a commencé, je crois qu'on devait être à 3300, 3400. C'est-à-dire que l'impact de la vague Omicron sur la réanimation, tant bien que ce ne soit pas le résidu de vague Delta, il a été quasiment négligeable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur la réanimation. Et ça ne dépassera pas le chiffre, puisque c'est déjà en train de descendre. Dans les eaux usées, on a de moins en moins de virus, et les courbes épidémiques sont même tous en train de plonger. Au Royaume-Uni, en une semaine, les cas ont été divisés par 2. Bon, maintenant, je voudrais vous faire écouter ce que disait Rémi Salomon. C'est pas n'importe qui, Rémi Salomon, c'est juste un des directeurs de la PHP. Et ces gens-là qui sont des marchands de peur, qui est venu le 23 décembre sur les plateaux de télévision. C'est un professionnel de la profession, a priori, sauf qu'il dit n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui disent n'importe quoi? Écoutez-le. On n'a jamais vu un virus aussi contagieux que celui-là. Il se répand comme une traînée de poudre. En moins de 3 semaines, il a remplacé Delta dans déjà certains pays. Et en France, on est en train, la bascule est en train de se faire. En région parisienne, il est déjà majoritaire. Dans les jours qui viennent, il sera majoritaire en France. Et il n'y aura plus que du Omicron en janvier, quasiment. Donc c'est extrêmement contagieux. Donc de ce fait, si vous voulez, même s'il y a un peu moins de cas graves, il y aura tellement de cas au total qu'il y aura malheureusement une augmentation probablement assez importante, voire très importante, du nombre de patients dans les hôpitaux. Bah non. C'est la fin qui est catastrophique. Bah non. C'est la fin Bah qui non. est catastrophique. Bah non. Le reste, Alors c'est qu'est-ce qu'on assez fait juste. avec ces gens-là? Déjà, on les désigne par leur nom. Ce sont des désinformateurs. Voilà. Non, mais c'est la fin qui est catastrophique. Le restant, oui, c'est plus contagieux, oui. Mais le bilan qu'il tire, enfin, ce qu'il nous annonce... La projection est le contraire à l'époque. La projection est oui, mais fausse. Martin Blachier, et que j'ai reçu ici, et d'autres disaient le contraire à l'époque. Et lui, il est à la PHP. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui, depuis 2 ans, disent n'importe quoi? Moi, je vous pose la question. On arrête. On peut déjà peut-être arrêter de les écouter. Ce serait peut-être une bonne chose. Le RSA, ça coûte des milliards et ne sert à rien. Il est toujours là.
Il a continué de progresser dans la carrière. Pas tous dit n'importe quoi et pas toujours. Ils tiennent les boulons. Si, ils ont tous dit n'importe quoi. Je suis désolé. Si, cette fabrique de la peur, elle a été construite depuis le début avec cette fabrique des normes, cette fabrique de les médias aussi ont tambouriné du côté de la... Et beaucoup de médias aussi ont rapporté. Les médias, alors là, je suis bien d'accord avec vous. Pas sur ce plateau, mais le politiquement correct a sévi dans les médias. Ça, vous avez 100% raison. Vous voyez que, Pascal, en saturant l'espace médiatique avec la question de la crise sanitaire, alors qu'on est en pleine campagne présidentielle et que le président de la République sème ses petits cailloux sur la sécurité, là, sur l'investissement, 4 milliards d'euros d'investissement étranger, en fait, on parle d'un autre sujet, et on fait ça, d'ailleurs ce soir ici, et on ne parle pas de l'essentiel. Par exemple, on pourrait parler du bilan, on pourrait parler de sa future campagne. Pas du tout. Plus tardivement l'espace médiatique sera saturé par la crise sanitaire. Oui, sauf que là, Éric, ça va se retourner peut-être contre lui, parce que si dans 15 jours ou dans 3 semaines, il n'y a plus de cas et qu'il y a passe vaccinal, qu'il y a restriction, qu'il y a masque, etc., ils ont intérêt à vite changer leur... Ce que dit Bachir, qui s'est passé en Afrique du Sud et en Israël, c'est que le pic a été très violent et la descente aussi forte. C'est ce qui va se passer en France. Donc dans 15 jours, ça se trouve, on ne parlera plus d'Omicron. Donc le pass vaccinal obsolescence programmée pour le ils diront que c'est sur eux qui ont gagné parce que... Le pass vaccinal, regardez, le pass vaccinal, il est voté. Nous sommes tous d'accord. Il a été voté par le dernier vote de l'Assemblée nationale. Le Parlement l'a définitivement adopté, instaurant le pass vaccinal à partir de 16 ans. Oui, c'est important. Le gouvernement veut le voir entrer en vigueur au plus vite face au raz-de-marée du variant Omicron. Bon. Et il va jusqu'au mois de juillet. Bon, le texte a été jusqu'au mois de juillet. Nous sommes d'accord. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est d'écouter Martin Blachier, précisément, qui pense, lui, que la stratégie va sans doute être remise en cause. Oui, c'est possible. Le pass vaccinal, le but, c'est d'emmener le maximum de personnes à la vaccination. Il y a une partie de la population qui, de toute façon, il faudra vacciner, puisque comme il y aura probablement des nouveaux variants qui vont arriver l'hiver prochain, il faudra qu'on ait un moyen pour pousser les plus de 50, 60 ans, il y a toujours ce débat-là, vers un rappel vaccinal. Mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode et qu'ils vont devoir changer de méthode parce qu'on ne va pas pouvoir tenir avec un pass vaccinal jusqu'à l'hiver prochain. Donc je pense que ce pass vaccinal, c'est un vrai boulet. Bon, on voit qu'ils entrent dans le pass sanitaire au moment où les autres pays en sortent. Et donc je ne sais pas comment ils vont sortir de ce pass sanitaire et je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui est assez énervé au sommet de l'État parce qu'il se retrouve à avoir fait passer un pass sanitaire là où tous les autres pays d'Europe sont en train de prévoir leur sortie de crise. C'était Pardon, il y a l'Italie et l'Autriche qui sont sur l'obligation vaccinale cette semaine. Donc toute l'Europe n'est pas en train de plier bagage. Même si je suis d'accord avec ce qu'il dit. La fin de l'épidémie. Oui, l'Espagne a été très maligne, effectivement. On est d'accord. On est d'accord. Et nous, on nous dit il y a on est d'accord, l'Espagne, oui, mais pas tous les pays d'Europe pour contrecarrer cette épidémie. La Suède, en Floride, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. On a démarré la vaccination très tard. Nous, on a mis beaucoup de temps à chauffer la machine. Et on arrive toujours avec un mois de retard. Et puis tout le monde devient fou, évidemment. Et on en a assez, je crois. Normal, on n'est pas étonné. Il reste 2 mois avant le premier tour des élections présidentielles. Je suis d'accord avec toi. Il serait peut-être temps tout de même de constater en effet que l'épidémie est en train de ralentir, voire d'arrêter d'ici 15 jours, 3 semaines. Si des hôpitaux ne bougent pas, il serait peut-être temps de parler d'autre chose. Et quand je dis que tout le monde devient fou, Roxana Maracineanu, qui aura été la ministre des Sports qu'on connaît, et qui vraiment aura marqué sa mandature, si j'ose dire. Elle parle de Roland Garros. Roland Garros, c'est en juin prochain. On a le temps, oui. On est en janvier, c'est dans 5 mois. Et sur l'affaire Djokovic, on ouvre l'affaire Djokovic, que dit-elle ? Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP, déjà soumis au pass sanitaire, stade, théâtre ou salon, pour l'ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers. Parce que tout le monde est venu instrumentaliser, évidemment, l'affaire Djokovic. Puisque Djokovic a été viré d'Australie. Le Premier ministre s'est refait la cerise politiquement sur Djokovic parce qu'il était en grande difficulté. On vote bientôt en Australie. Et alors, effectivement, il y a une règle. Et la loi, il y a une règle. Je n'en disconviens pas. Il y a une règle. Il y a une règle. Il a été parfaitement dans les clous. Exactement. Vous pouvez difficilement regarder en l'air. Difficile de plaider. Écoutez, par exemple, ce que disait... Je rappelle quand même que les députés qui ont voté ce pass vaccinal se sont exonérés eux-mêmes de pass vaccinal. Je vous dis ça à tout hasard. Répétez ce que vous venez de dire. Les députés qui ont voté le pass vaccinal sont eux-mêmes exonérés du pass vaccinal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pass vaccinal. Il n'y a pas de pass vaccinal pour aller à la Chambre des députés. Il y a un pass vaccinal pour aller au restaurant de la Chambre des députés, mais il n'y a pas de vaccinal pour aller exercer le mandat démocratique. Et quelle justification ?
Parce que ce serait en la violation liberté. des règles de la démocratie. Oui, Donc même cet argument-là montre qu'il y a quand même un antagonisme entre la démocratie et le pass vaccinal. Mais c'est très intéressant. Le pass vaccinal, il sera plus tenable s'il y a pratiquement plus d'économie. Non, mais vous voyez bien ce qui va être difficile à gérer depuis le début. Je vous signale que les soldes, ça n'existe pas. Vous parlez aux commerçants, les restaurants sont vides, le pays est par terre, il n'y a plus ou quasiment plus d'Omicron. Ah bah, écoutez, parlez aux restaurateurs, parlez aux cafés, parlez. Paris est vide. Moi, j'ai été tout le week-end dans Paris. Paris est vide. C'est le télétravail, évidemment. Oui, évidemment. Donc oui, mais après, c'est compliqué. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le but du gouvernement de mettre ce pays par terre, mais effectivement, il va peut-être falloir. Il ne faut pas non plus exagérer. Je partage votre avis. Ils ont payé cher Ils pour ont nous fait mettre par l'inverse. terre. Ça a coûté 220 Ça coûte cher milliards. cette histoire. Oui, bah, exagéré. c'est une manière de ce qu'a dit la ministre des Sports Bon. s'engage surtout celle qui va lui succéder au mois de mai. Surtout, c'est ridicule. Non, mais Alors, c'est ridicule. écoutez, Vous voulez Christophe faire le beau, Castaner, là. ce matin, Christophe, quand je dis ce pays, enfin, on parle de Djokovic, de Roland Garros, le 1er juillet, alors qu'on est le 1er juillet, le 1er juin. Écoutez ce qu'a dit Christophe Castaner. Il n'en est pas question. J'ai vu que Roland Garros et les organisateurs s'étaient prononcés en ce sens hier, je vous le dis. Au même moment, j'étais à l'Assemblée nationale avec mes collègues députés. Au même moment, nous votions le pass vaccinal pour l'ensemble de ceux qui iraient à Roland Garros, mais pour l'ensemble des Français. Et donc, il n'est pas question que pour des grands sportifs, pour des artistes, pour des personnalités, entre guillemets, on déroge à la règle. La règle, elle s'applique à tous. Il n'a pas vocation à jouer s'il ne respecte pas une règle qui va s'appliquer aux spectateurs, qui va s'appliquer aux ramasseurs de balles, aux professionnels qui vont travailler et tenir une boutique sur Roland Garros. Dans quel monde serions-nous si on considère que parce qu'on est une star, on peut déroger à la règle? Eh bien non. La règle, elle s'applique à tous, sauf à Christophe Castaner quand il rentre dans l'Assemblée nationale. Et sauf aux députés en règle générale. Mais il est bien député, Christophe Castaner. Oui, mais je le confirme. Donc, quand il fait... Voilà, sauf à lui. Donc, mais ces gens nous prennent pour qui Ces gens nous prennent pour qui, en fait? Mais ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils disent. Bien sûr. C'est fascinant, quand même. C'est que la règle, c'est pour tout le monde, sauf pour les députés. Jean-Claude, je vois que ça vous laisse... C'est pas que ça me laisse, c'est qu'un, je l'ignorais. Oui, Et deux, je n'en aperçois pas les raisons. Bon. Vous aurez un démenti tout de suite, c'est ce que j'ai dit est faux, j'imagine. Non, mais je sais, je dis pas que ce que tu dis est faux. Non, mais Je j'en dis ai que je jamais entendu l'ignorais. parler. Et que je n'aperçois pas les raisons pour les meetings juridiques ou politiques, je les aperçois. Pour les meetings politiques, On va la question se l'expliquer, pose, sûrement. parce qu'effectivement, De la c'est même une manière atteinte. que pour les meetings politiques, en effet. Mais également, pour la question l'Assemblée, se je n'y pose avais parce pas que ce serait une entrave à une expression démocratique. Ça en est. Oui, La Et question se pose Dans juridiquement. toutes les autres salles annexes de l'Assemblée, il faut des passes sanitaires, d'après ce que j'ai compris, mais pas pour rentrer Pas au pour cœur de entrer à l'hémicycle. l'Assemblée, oui. Dans cet endroit où on vote le pass sanitaire. Oui. En tout cas... C'est comme effectivement les meetings politiques. C'est une Meeting politique, curieuse... ça pose une vraie question. Hein. Oui, c'est une curieuse situation quand même, juridiquement, franchement. Je veux bien que le Conseil... C'est le fait du prince. Le constitutionnel l'a expliqué, mais c'est difficile quand même. Mais il est à nouveau saisi. Hein. Il va redevoir s'expliquer sur cette question-là, qui est quand même une liberté publique essentielle. Quoi de neuf, Molière? Molière. Les précieuses ridicules, tellement loin. l'avare. C'est tellement beau, mais c'est tellement loin. Non, c'est pas C'est bon, mais c'est loin. Comment ça s'appelait ces petits bouquins bleus que nous avions, que nous apprenions par cœur? C'était les classiques Garnier. Les classiques Garnier. C'était bien. À nous, c'était là. C'est loin, c'est beau, mais c'est loin. C'est Jacques Chirac quand il va. Ça m'étonne pas. Non, mais c'est une séquence très célèbre où il monte et à chaque personne il dit la même chose. Et les beau, mais c'est loin. Et puis la caméra est là et elle le filme. À chaque fois, il répétait parfois. Et après un match de football comme ça, je crois que le PSG avait perdu un match. Et il allait voir dans les vestiaires tous les joueurs du PSG et il leur disait si on nous avait dit un an, on serait là. Bon, et puis il le disait à chaque fois, donc il y avait un effet un peu comique. Mais je voulais vous parler de Molière. Ah, bah oui, parler de Molière en ce moment, tous les soirs à la télévision. De France. Tous les soirs à la télévision ou à la radio, vous pouvez vous régaler. Non, mais c'est ça, tous les jours, il y a quelque chose sur Molière. C'est fabuleux. Une petite séquence parce que c'était à la Comédie Française qui a une troupe absolument magnifique. Magnifique. Des plus belles Elle n'a troupes jamais depuis été aussi des bonne. années. Vraiment bonne. Qui rappelle la troupe de Charon, de Hirsch Tout et à fait. de Maurice Escande. Ils sont Il y en tous avait très encore. Vous voyez, c'était le 15 janvier parce que c'était les 400 ans de la naissance de Molière samedi. Voyez ces extraits où chacun a cité une phrase Et de ça, ils Molière. le font chaque année. Hein. C'est pas seulement pour l'anniversaire. Parbleu, je ne suis pas malade. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Balayer, laver, nettoyer le bas-ventre de monsieur Transol. Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
a officiellement lancé la saison Molière. Vive Molière! On a parlé ce matin, mais vous pouvez aller voir L'Avare de Michel Bougenat au Théâtre des Variétés, c'est formidable. Et les fourberies de Scapin avec Benjamin Laverne, de la Comédie Française, c'est exceptionnel. Mais vraiment, je l'ai regardé à la télévision, si vous pouvez le revoir, c'est une pure merveille. Votre pièce préférée de Molière? Ah, peut-être le Misanthrope. Tiens donc. Un rôle de composition. Voilà. Tiens donc. Je dirais, Alceste ou l'atrabilaire. Voilà. Non, mais il nous manque un Molière contemporain. Oui, c'est ce que je me disais. Vraiment, où est le nouveau Molière? Il y a tellement de caricatures qui seraient qui sera le nouveau Molière? Tous les archétypes sont déjà là. C'est le maître du bon sens, hein, donc il est moderne. Molière préféré, Jean-Claude? Je sais pas, j'en ai tellement lu que je sais pas. Le Cid? Non, mais le Misanthrope peut-être. Je me suis... Non. Mais c'est tellement loin, moi. Il n'y a pas eu un Navarre avec l'Avare avec Louis de Funès? Ah si, magnifique. Il y a eu ma cassette. Ma cassette. En noir et blanc, je crois, non? Magnifique, non? Non, mais Précise ridicule aussi. Oui, alors, mais aujourd'hui, les femmes savantes, c'est très. Ouais, c'est bien. Avec c'est Agnès très Jaoui, étonnant parce que ça, voilà. Avec Bakri, c'était bien. Ça nous parle. Bon, bah écoutez, c'était bien cette émission et je vous en remercie. Évidemment, c'était du second degré, bien sûr, quand j'ai dit le Cid, hein, je précise. Même si vous savez qu'il y a eu un échange formidable d'ailleurs entre Francis Huster et Franck Ferrand. J'ai vu ça sur France 2 chez Ruquier, c'était formidable cet échange. Et Laurent Ruquier n'a rien dit pendant 5 minutes, c'était du grand spectacle où Franck Ferrand expliquait que c'était Corneille qui avait écrit les pièces de Molière. Vous savez, c'est un très vieux débat qui existe depuis de nombreuses années. C'est comme Shakespeare qui n'aurait pas écrit ses pièces. Oui, exactement. Oui, c'est le même mythe. Exactement. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Corentin Brio était à la réalisation. Non, pas à la réalisation du tout. C'était Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation. À la vision, Ludovic Liébar. Au son, Philippe et Zaven. Je remercie Benjamin No, Lucas Busutil, Noémie Gobron qui faisait son arrivée dans notre équipe ce soir, et Corentin Brio. Tout de suite, l'heure des livres, présenté par Anne Fulda, avec Daniel Picouli et son livre « Les larmes du vin ». Mes gages. À demain. Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.